Les combats dans One Piece ne sont pas forcément le point fort d'Oda. Néanmoins, après les dizaines et les dizaines d'affrontements qu'il a dessinés, il arrive toujours à se servir de ces passages pour faire ressortir la beauté et l'enjeu de son univers. Ces personnages évoluent au travers de leurs aventures, de leurs rencontres et surtout au travers de leurs combats. S'ils veulent poursuivre leur chemin, ils vont devoir devenir plus forts en se surpassant. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des power-ups les plus marquants de One Piece, qui, en plus de rendre plus forts les personnages que l'auteur dessine, accentuent leur écriture et leur développement. J'en ai pris 5 qui m'ont vraiment marqué, mais il en reste encore beaucoup. Donc en plus du pouce bleu et de l'abonnement, n'hésitez pas à me donner vos power-ups préférés dans les commentaires. Pendant très longtemps, Robin n'a pas eu énormément de combats, et donc n'a pas connu énormément de power-up. Mis à part l'ellipse qui lui a permis de s'entraîner et de nous montrer de nouvelles choses par la suite, elle a pas mal été délaissée à ce niveau-là. Et c'est dommage parce que oui, elle est archéologue, lit les poneglyphes et réussit à se rendre utile autrement que par ses combats, mais il ne faut pas oublier qu'elle a été introduite de cette façon. Pour survivre, après avoir quitté Ohara, elle a dû se débrouiller seule. Elle a été forcée de se battre, voire même de tuer pour rester en vie, puisqu'elle est recherchée par le monde entier depuis ses 8 ans. Et donc au-delà d'être une archéologue hors pair, elle est aussi une très bonne combattante, qui est totalement capable de venir à bout d'un adversaire. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, j'ai été assez déçu de ce qu'en faisait Oda. Elle était très souvent mise au second plan et ne servait qu'à aider ou défendre les autres. Mais la guerre de Nigashima lui a enfin permis d'avoir son propre combat et de nous rappeler une part importante de son développement. Son affrontement contre Black Maria nous a montré sa nouvelle forme lorsqu'elle a pris l'apparence d'un démon. Une forme qui lui sied parfaitement puisque depuis qu'elle est enfant, elle est surnommée l'enfant démoniaque. Depuis ce jour, tout le monde la prenait pour un monstre. Que ce soit avant même le massacre d'Ohara, à cause de son fruit du démon où elle était rejetée par tous, ou plus tard lorsqu'elle a survécu. Cette forme en dit beaucoup sur elle, puisqu'on comprend qu'elle a enfin accepté de vivre comme elle le souhaitait. Désormais, ses différences et le regard du reste du monde ne lui importent plus. Un peu à la manière de Chopper, qui n'est plus dérangé qu'on le considère comme un monstre. Désormais, elle a trouvé des amis en qui elle peut avoir confiance, et qui lui font également confiance. À voir ce que cache cette nouvelle forme, un pouvoir de son fruit, l'utilisation du haki, il y a encore beaucoup de non-dits à son sujet. En ce qui concerne les power-ups marquants, Enies Lobby nous en a donné énormément. Entre les gears de Luffy dont on parlera un peu plus tard, et les combats tous plus incroyables que le CP9 a offert au Mugiwara, on en retrouve un qui m'a particulièrement marqué, le diable jambe de Sanji. Depuis qu'on l'a rencontré sur le Baratie et qu'il a rejoint l'équipage, Sanji ne se battait qu'avec ses jambes, un style de combat qui lui est propre, mais même si ses coups étaient très puissants et qu'il était très fort, il y avait forcément un moment où ça n'allait plus suffire. Le diable jambe a alors été introduit, et à partir de ce moment-là, ses coups sont plus rapides, plus puissants et brûlent tout ce que ses jambes touchent. Ainsi, il a pu venir à bout de Jabura sans grande difficulté, mais cette technique n'a pas été qu'un simple power-up. En effet, c'était le tout début d'un développement bien plus important qui n'arrivera que par la suite. À ce moment-là de l'histoire, tout ce que nous savions sur Sanji, c'est qu'il a grandi avec Zeff à qui il doit la vie. Mais Oda, tout au long de l'aventure du cuisinier, a laissé quelques indices suggérant qu'il y avait autre chose. On peut par exemple penser au chapitre 227, dans lequel Sanji nous disait qu'il était né sur North Blue en entendant parler du livre de Norland, mais il a fallu attendre très longtemps avant d'en savoir véritablement plus. En réalité, il est le fils renié de la famille Vinsmoke, et si je dis que le diable jambe était un indice à la première partie de sa vie, c'est parce que Judge, son père, a mené des expériences sur ses 5 enfants avant leur naissance. Sa mère a tout fait pour l'en empêcher, et seul Sanji a pu garder son humanité et ne pas subir ces changements. Seulement, ça c'est ce qu'on a appris sur Whole Cake, mais sur Onigashima, il comprend peu à peu que ces expériences ont bel et bien fonctionné, mais que le sacrifice de sa mère lui a permis de conserver tout ce qui fait de lui un humain. On assiste alors à ce qui est selon moi l'une des plus belles scènes de Wano, dans laquelle Sanji doit choisir entre devenir une machine à tuer, en laissant sa vraie nature l'emporter, perdant ainsi toutes les valeurs qui le définissent, ou rester fidèle à lui-même, mais en conservant toutes ses faiblesses, quitte à devenir un poids pour la suite de l'aventure des Mugiwara. On comprend alors que le diable jambe n'avait rien de naturel, et que depuis le début, c'était les modifications des Germa apportées à sa génétique qui se réveillait de plus en plus. Alors en plus d'être une puissante attaque, c'était aussi les prémices du plus grand développement de One Piece.
Tant qu'on parle d'Enies Lobby et du power-up de Sanji, autant faire un tour du côté de la plus mystérieuse des attaques de One Piece. Je vais bien sûr parler de la technique Ashura de Zoro. En effet, c'est lorsque l'équipage va sauver Robin sur l'île de la Justice que le second des Mugiwara utilise cette technique contre Kaku. Il prend alors une forme de démon à 3 têtes, maniant ainsi 9 sabres au lieu de 3 habituellement. Encore aujourd'hui, nous ne savons pas exactement comment fonctionne cette attaque. Est-ce que ça vient des démons que ces sabres abritent? Il ne ferait alors plus qu'un avec ses armes et se laisserait totalement envahir par ces démons, ou est-ce que ça viendrait directement de Zoro et peut-être que encore plus tard dans le manga, on apprendrait sa véritable nature qu'il cache depuis des années. Sur Onigashima, il a de nouveau eu l'occasion de l'utiliser sur Kaido et c'est à ce moment-là que le Yonko a compris qu'il utilisait le Haki des rois. Peut-être alors que ça ne vient ni de lui ni de ses sabres, mais d'une forme de Haki des rois aux propriétés encore inconnues. Dans ce même combat, Zoro nous a dit que c'était son attaque ultime et qu'après ça, il serait beaucoup trop épuisé pour reprendre le combat. Avec ça, on pourrait imaginer un nouveau power-up dans lequel il pourrait maîtriser totalement cette attaque, et pourquoi pas avoir une nouvelle forme, à la manière d'un Gear de Luffy ou du Diable Jambe de Sanji qu'il garde tout au long de ses combats. C'est simplement une théorie, mais cette technique nous fait nous poser tellement de questions que l'on peut imaginer énormément de choses. Ce n'est pas forcément l'attaque avec le plus de fond derrière pour le moment, mais elle en dit long sur le personnage de Zoro, puisque là où Sanji a vu son côté humain beaucoup plus mis en avant, le second des Mugiwara quant à lui est développé de façon beaucoup plus bestial avant l'ellipse, puis avec un côté véritablement démoniaque par la suite, pour montrer qu'il est prêt à tout pour devenir le plus fort. Comme pour Sanji et son Diable Jambe, le Gear Second de Luffy est son premier véritable power-up. De nouvelles techniques qui se perfectionneront par la suite pour donner toutes ses déclinaisons avec le Gear Third et notamment le Gear 4. Parce que lorsque Luffy utilise le Gear Second face à Blueno, c'est une nouvelle version de lui-même qu'on voit apparaître. En effet, c'est après sa défaite contre Aokiji qu'il comprend qu'il va devoir devenir plus fort s'il veut continuer de protéger ses amis de la meilleure des façons. De toute évidence, il est certain qu'ils tomberont à un moment ou un autre sur des adversaires aussi forts, voire plus forts que l'amiral de la marine. Il est donc nécessaire pour lui de devenir encore plus puissant qu'il ne l'est actuellement. Pour ça, il accélère sa pression sanguine qu'il peut supporter grâce à son corps en caoutchouc, ce qui lui offre alors une rapidité et une puissance de frappe qui se voit décuplée. Comme je l'ai dit juste avant, c'est le vrai premier power-up de Luffy. Jusqu'à maintenant, il se battait avec ses poings, mais comme pour Sanji, il allait forcément se retrouver bloqué au bout d'un moment. Cette technique est donc une façon pour lui de devenir plus fort et surtout de montrer qu'Oda connaît son personnage mieux que n'importe qui. Grâce à cette technique, on voit qu'il peut faire presque tout ce qu'il veut et que son fouet, au pouvoir d'apparence très simple, cache en réalité des capacités très complexes et variées qui vont permettre à Luffy de continuer son aventure dans les meilleures conditions. C'est aussi pour Luffy le début d'une partie de son développement. S'il a réussi à devenir plus fort pour protéger Robin des mains du gouvernement, il ne le sera pas suffisamment pour sauver Ace lors de la guerre de Marineford. Cet événement lui montrera alors qu'il ne suffit pas simplement d'imaginer de nouvelles techniques, mais qu'il aura besoin de temps pour s'entraîner afin de les maîtriser à la perfection. L'objectif des Mugiwara est encore loin d'être atteint et ils doivent prendre le temps s'ils ne veulent pas précipiter la fin de leur aventure. Je n'ai pas parlé du Gear Third ou du Gear 4 de Luffy, parce qu'on est plus ou moins dans la même continuité que le premier, et sont surtout le fruit d'un entraînement plus important poussé par le Gear Second comme on l'a vu juste avant. Néanmoins, c'est impossible de ne pas parler du Gear 5 apparu très récemment, parce qu'à la différence de ses précédentes formes, celle-ci nous montre un Luffy comme nous ne l'avions jamais vu auparavant. En effet, c'est au chapitre 1044 qu'on découvre que son fruit du démon, qu'on connaît depuis les premières pages du manga, n'est pas celui qui nous a été présenté. Le Gomu Gomu no Mi n'existe pas, puisqu'il s'agit en réalité du Ito Ito no Mi modèle Nika. Les pouvoirs de ce fruit sont tellement spéciaux qu'on pourrait presque l'appeler le fruit de la liberté. Lorsque Luffy l'a mangé, son corps s'est d'abord vu libéré de toute contrainte en se transformant en caoutchouc, et c'est à sa mort qu'il s'est éveillé sous une toute nouvelle forme, celle de Nika, le dieu du soleil. À partir de ce moment-là, tout lui est permis, et il n'est désormais limité que par sa propre imagination. Si j'en parle dans cette vidéo, c'est parce que ce n'est pas un simple power-up. En éveillant son fruit, Luffy vient de se trouver un tout nouveau style de combat qui n'a que très peu de rapport avec son ancienne façon de se battre.
Ces combats s'apparentent beaucoup plus à un cartoon, qui accentue vachement le côté liberté qu'Oda cherche à mettre en place, mais plus l'aventure se rapproche de sa fin, plus on comprend que le rôle de Luffy sera de libérer le monde d'un mal qui est en train de l'envahir depuis des centaines d'années. Désormais, ce n'est plus simplement un rêve d'enfant, trouver le One Piece est nécessaire pour le monde et son avenir. Et ce n'est qu'une question de temps avant que Luffy n'incarne réellement le rôle du guerrier libérateur de Nika, le dieu du soleil.